Alors, je suis désolé, je manque à mes obligations. Du coup, on va commencer. On va enregistrer ce webinaire, comme ça, il pourra être revisionné en replay par les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. En tout cas, si vous nous le permettez. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, n'acceptez pas tout simplement la demande de l'ordinateur euh, pour l'enregistrement. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire de la semaine du réseau qui s'intitule S'installer et s'organiser en télétravail, hein. C'est un webinaire qui est quand même plutôt du rappel des recommandations en ce qui concerne le télétravail. Je vais laisser la parole à Madame Dubois pour qu'elle se présente et à Monsieur Issertel. Et ensuite, on fera un petit tour de table. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints donc, pour assister à ce webinaire qui a lieu dans le cadre de la Semaine du réseau. Donc, en téléchargement ensuite pour permettre à d'autres personnes de le visionner. On a beaucoup de demandes sur la mise en œuvre du télétravail. Et donc, aujourd'hui, on a mis l'accent sur l'installation, plutôt l'aspect technique. Et donc, merci à Loïc Gontier, notre ergonome à l'ARACT Réunion, d'avoir préparé cette séquence. Donc, moi-même, je suis Corinne Dubois, déléguée régionale de l'ANACT et directrice de l'ARACT Réunion. Un merci également et un petit coucou à Fanny Fontaine qui est en back-office, qui va gérer toute la partie technique. Je rappelle que ces actions de promotion du télétravail sont financées par l'État, Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, nous sommes pour une heure Et demie. ensemble, 1h30 maximum. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Issertel de l'ANACT, donc notre référent au niveau national, à qui je propose un mot d'introduction sur cette thématique. Merci Corinne. Donc oui, Corinne le précisait, moi je suis amené à être aux côtés des équipes de l'ARACT Réunion assez régulièrement au fil de l'année et puis à minima une fois par an en présentiel pour être là sur un accompagnement sur les projets et puis continuer à développer les projets à La Réunion. C'est une thématique qu'on a traitée, vous l'avez traitée également, la question du télétravail depuis mars 2020, depuis le 17 mars 2020 en particulier, où ça s'est un peu imposé à nous. Et ça a mis en lumière énormément de questions qui étaient sous-jacentes, qui n'étaient pas traitées. En particulier, ça Loïc va le traiter plutôt sur le versant matériel, mais ça a posé beaucoup de questions et qui sont allées percuter les pratiques de management antérieures sur un management qu'on estimait satisfaisant de personnel en présentiel. On a essayé de faire de la duplication sur du télétravail. Et avec ce qui est apparu petit à petit au fil de l'eau, des logiques de surcontrôle, de surreporting, le fait de se vouloir être présent auprès de ses équipes alors qu'en présentiel, on ne l'était pas du tout, des questions d'ergonomie, mais ça, Loïc en parlera beaucoup mieux que moi, et puis des questions autres qui sont des questions autour de l'isolement, autour de l'évolution des consommations de substances psychoactives, de personnes qui ont pu recommencer ou augmenter leur consommation de cigarettes à domicile, par exemple. Et puis, si on pousse le bouchon un peu plus loin, des questions qui n'étaient pas du tout traitées, qui sont traitées dans le cadre de l'exercice en lieu de réalisation de l'activité en entreprise, autour des valeurs limites d'exposition, par exemple. Donc, tout ce qui va être exposition à des poussières, à des éléments chimiques ou autres, qui aujourd'hui ne sont pas réglementés dans l'exercice du télétravail à domicile. Ou en tiers-lieu, je ne sais pas du tout, je ne connais pas la réglementation par rapport au tiers-lieu sur cette question. Mais les VLEP, généralement, ne sont pas traités dans le code aujourd'hui du domicile. Donc, ça a posé des questions autour du management, ça a posé des questions autour des outils à disposition, ça a posé des questions d'équité entre les équipes au sein d'une même entreprise ou d'un même établissement public. On a travaillé avec des directions centrales de ministère ou d'un service à l'autre, alors que les collègues étaient dans les bureaux d'à côté. Les questions d'équité se jouaient sur l'accord ou non du télétravail. Et puis, pour nous, ça a été un levier. Alors, c'est très cynique de le poser comme ça. Ça a été un levier pour rappeler, malgré tout, qu'on ne télétravaille pas un poste, on télétravaille des activités, on télétravaille des tâches. Et y compris sur des métiers comme infirmière, on peut avoir une partie de son activité en télétravail.
Et on a tout un travail qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer à faire de déconstruction, cette logique de télétravail d'un poste entier, d'un emploi, pour aller sur une logique de télétravail, d'activités ou de tâches qui sont tout à fait télétravaillables, mais si on garde uniquement le prisme de l'emploi ou de la fiche de poste, on ne va pas le faire. Donc, il y a cette logique qui est encore à instruire aujourd'hui, la logique d'avoir du bon matériel à disposition pour télétravailler, la logique de télétravailler, je crois que maintenant, ça va être comme en entreprise, à 19 degrés chez soi, voire moins pour le service public, c'est des choses qui sont parues ce matin. Voilà, on a plein de petites questions qui se jouent comme ça, avec comment on indemnise, comment on s'assure de la santé et sécurité de ses collaborateurs en télétravail, voilà, qui sont pour moi encore un terrain incognito pour certaines d'entre elles, même si on a accompagné dans la période quelques branches sur la mise en place de leurs accords télétravail. Et ce qui était voilà, un exercice en temps réel et dans l'urgence, mais je pense qu'on peut retravailler aujourd'hui de manière un peu plus sereine. Voilà, donc je vais basculer la parole à Loïc, qui va se faire un plaisir de l'apprendre. Et puis moi, je crois que je vais devoir vous abandonner pour le coup assez rapidement. Merci beaucoup pour cette introduction. Et du coup, on va commencer rapidement pour ne pas perdre de temps. Et on va vous laisser la parole, vu qu'on s'est déjà tous présentés. Donc, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro, comme ça, on fait un peu connaissance. On vous écoute, Madame qui a levé le doigt, Madame Dallot. Bonjour, je suis Madame Dallot-Marie, donc je suis du cabinet Worksaga. Le cabinet Worksaga est un cabinet d'expertise auprès des CSE. Il fait des expertises en santé, sécurité et conditions de travail. Il est aussi organisme de formation et nous sommes en télétravail, deux employés en télétravail, donc ça nous intéresse. D'accord, merci. Monsieur Aquin. Bonjour à tous. Je suis François Quin, le directeur de l'OPCO, l'opérateur de compétences Acto à La Réunion. Voilà. Donc je vais écouter avec une immense attention les échanges à titre d'employeur d'une part, parce que nous sommes en télétravail 2 jours par semaine, et pour voir les problématiques qui se posent aux entreprises et les sujets qui peuvent être éventuellement proposés à nos entreprises adhérentes, voir si on en fait un sujet ou une offre de service à déployer auprès de nos adhérents. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous êtes intéressé d'une part pour vous-même et ensuite pour vos adhérents. C'est ça. D'accord. Pour comprendre la problématique. Ok. Bon, l'avantage, c'est que moi, je vais avoir une partie, on va dire, un peu plus descendante. Et à la fin, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu sur comment est-ce que c'est mis en place chez vous, pour vous, ou auprès de vos adhérents ou des entreprises que vous suivez, vu qu'on a visiblement des profils un peu différents dans la salle, ce qui permettra d'alimenter des réflexions de chacun. Monsieur Moret ? Bonjour, donc Alexandre Moret. Je suis à La Réunion depuis 1 an et mon activité principale, c'est de télétravailler pour mon ancien employeur. Donc, mes journées commencent à 8h de La Réunion et se finissent autour de 21h, 22h, heure de La Réunion. Pour autant, je participe ou j'anime la rédaction d'une norme dans le cadre de l'AFNOR sur le télétravail. Les normes s'appuyant sur les pratiques existantes, voilà, je suis intéressé par les préconisations ou l'approche que l'ANACT a sur ce sujet. Donc, l'opportunité est trop belle pour que je la rate. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur Fouque ? Oui, bonjour Pascal Fouque, je suis directeur de la DIL. Et donc, nous faisons 2 jours par semaine donc, du télétravail. Et voilà, je suis intéressé par les échanges. Enfin, il faut qu'on mette en œuvre ça et puis voir comment est-ce qu'on peut évoluer de façon positive autour du télétravail. On n'est pas très, très organisé aujourd'hui. On l'a un peu mis, entre guillemets, à l'arrache avec la pandémie, et voilà, et depuis on ne l'a pas véritablement organisé. Puis on a aussi des catégories de professionnels qui sont des métiers différents, et voilà, et c'est de voir effectivement comment est-ce qu'on peut l'appliquer différemment ou pas selon les catégories de personnel. Alors, j'ai bien écouté l'introduction au départ
en disant que ce n'était pas une profession, mais c'était des tâches. Voilà, donc je suis intéressé par différentes choses et je suis avec une collaboratrice voilà, qui est intéressée également par la question. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Et il me semble que j'ai oublié Madame Très Boyer. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Oui, bonjour, voilà, je me présente, je suis bénévole à la FIE-PTC et je travaille en distanciel, donc, et je suis actuellement en France. Et c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse quant au télétravail, aussi bien au niveau de la communication, et puis quand on rencontre aussi des problèmes de connexion, donc voilà, et c'est vraiment par curiosité que je suis là et pour les échanges qui est souvent pour moi constructif. Merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous. Alors, rapidement, pour présenter la RACT Réunion, peut-être que je vais laisser la parole à Madame Dubois, comme ça elle nous présentera mieux que moi. Oui, merci Loïc. Donc, la RACT Réunion, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, fait partie du réseau avec pour tête de réseau l'ANACT en métropole. Et donc, dans chaque région, il y a une ARACT avec une gouvernance paritaire. Et donc, notre champ d'action concerne l'amélioration des conditions de travail avec un process d'expérimentation en entreprise. Notre objectif étant de transférer, diffuser des méthodes que l'on a expérimentées et testées pour que le plus de monde possible puisse utiliser nos ressources. Donc, tout ce que l'on fait, on le fait en dialogue, c'est-à-dire qu'on invite les salariés et les employeurs à se mettre autour de la table pour échanger. Et donc, le télétravail est un des sujets phares des accords d'entreprise de ces dernières années, dû à la crise. Et donc, on travaille avec l'ADEPS, donc l'État, pour que les entreprises puissent signer des accords, notamment télétravail, mais pas que, des accords d'entreprise dans lesquels il y a du télétravail. Et en fait, finalement, le télétravail est une bonne porte d'entrée du dialogue social parce que les gens se sentent concernés. Et donc, on peut engager le dialogue facilement, soit dans les CSE, soit en interne, pour les petites entreprises avec la totalité des salariés. Et donc, par le télétravail, on peut prendre la porte d'entrée pour toutes les conditions de travail, donc la qualité de vie au travail, la professionnalisation, les transformations dans le cadre du travail, donc notamment la transformation numérique, donc l'expression, le dialogue professionnel et puis les équipements dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu as une autre diapo. Voilà. Donc, globalement, voilà la présentation de l'association. Donc, on est une équipe de 9 personnes à La Réunion. Et du coup, comme j'aurai pas beaucoup de questions, mais on va avoir quelques questions au fil de la présentation. Donc, je vous invite à vous connecter à Bicast à l'adresse suivante et avec le code session pour pouvoir répondre aux futures questions qu'il y aura au cours de la présentation. Donc, une fois que vous aurez fini de répondre aux questions, il faudra quand même rester connecté si vous le voulez bien. Faites-moi un petit pouce quand vous êtes connecté, histoire que je sache si je peux passer la slide. Moi, je vais me connecter. Donc, oui, il faut que tout le monde se connecte sur Bicast. Je vois pas de petits pouces pour le moment. Voilà, j'en ai un. Fanny vous mettra le lien de connexion, donc Fanny qui est en back-office, vous mettra le lien de connexion dans le chat, comme ça on continue à passer les slides. Alors en introduction, donc ça c'est tout simplement ce qu'on a mis dans la présentation du webinaire, le fait que le télétravail forcé par la crise a pu être une opportunité ou une contrainte en fonction de comment est-ce qu'on le met en place et l'organise dans son organisation, dans son entreprise. À La Réunion, en plus, la diminution du temps de trajet, c'est un vrai avantage, parce que pour ceux qui habitent ici, vous n'êtes pas sans savoir que
les bouchons, que ce soit du côté ouest ou du côté est, sont assez conséquents. Mais par contre, ça a aussi entraîné des difficultés au niveau de la gestion de l'activité à distance pour les organisations, pour les managers, pour les entreprises. Et donc, il faut essayer de relever ce défi avec, entre autres, la question des risques professionnels lorsqu'on n'est plus dans l'entreprise, et la question du lien social et des possibilités de collaboration à distance qui sont essentielles lorsqu'on est en télétravail. On a pu le voir pendant la période Covid, quand on est pendant de longues périodes en télétravail. Un petit point de définition très rapide. Donc, le télétravail, c'est un mode particulier d'organisation du travail qui est défini par le Code du travail et qui désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, il y a bien l'aspect volontaire qu'il est important de repréciser ici, et le fait que le travail qu'on exerce chez nous ou dans un autre lieu aurait également pu être fait chez l'employeur. Donc, il y a une volonté, une possibilité de le faire ailleurs. Et donc, c'est vraiment un mode d'organisation du travail qui est différent. On fait juste un petit parallèle entre le télétravail pendant le confinement et le vrai, entre parenthèses, télétravail. Donc, le télétravail pendant le confinement, ça a été du travail obligatoire, alors que le télétravail, à la base, comme on l'a dit, c'est quelque chose de volontaire. Donc, déjà, là, on a un premier aspect qui va jouer sur l'acceptation du télétravail, parce que tout le monde ne veut pas forcément être en télétravail. D'ailleurs, on a vu, suite à la crise, il y a des personnes qui ont accepté, qui parfois étaient réfractaires, mais finalement ont apprécié le télétravail, et d'autres qui, au contraire, ne veulent plus en entendre parler. Il y a la durée du télétravail également, donc 5 jours semaine pendant le confinement, en tout cas autant que c'était possible, alors que le télétravail, ça se négocie. Le nombre de jours de télétravail, ça fait l'objet de négociations, et c'est en fonction de ce qui est décidé au sein de l'entreprise. Il y a l'aspect imprévu qu'il y a eu pendant le confinement, donc où on a une entrée massive dans le télétravail, mais qu'on n'a pas programmé. Et du fait de ce changement radical, on n'a pas pu s'organiser, on n'a pas pu prévoir les équipements nécessaires, on n'a pas pu penser à comment est-ce qu'on allait collaborer à distance. Néanmoins, on a dû le faire, et c'est ça qui a pu être soit source d'opportunités pour repenser le travail, ou au contraire, source de contraintes parce qu'on était un peu perdu. Alors que le télétravail, donc toutes ces conditions-là qu'on a pu voir sur le temps de travail, sur les conditions de réalisation, etc., sont des choses qui doivent être normalement discutées, prévues et encadrées autour d'une charte, d'un accord, etc. Enfin, bon, a priori, le télétravail pendant le confinement, c'était quand même majoritairement au domicile, alors que le télétravail, il peut avoir lieu au domicile, comme il peut avoir lieu dans des tiers-lieux ou des espaces de coworking, en fonction de ce qui est décidé. Bien sûr, plus on démultiplie les lieux, plus il y a aussi des enjeux de prévention pour être sûr qu'ils respectent bien, que la personne exerce bien dans un environnement propice à la santé au travail. Et enfin, le dernier petit point, c'est tout simplement l'environnement familial qui était particulier à ce moment-là, parce que comme on devait tous être confinés, on avait parfois les enfants à la maison, le conjoint qui travaille également, et on avait finalement plus de monde dans la pièce, parfois pas une pièce de vie qui est isolée, etc. Et plus de difficultés à distinguer sa vie professionnelle et sa vie privée. Ce qui n'est pas non plus forcément évident avec le télétravail normal, mais on peut dire que pendant le confinement, comme on était tous censés être chez soi, sauf activité spécifique, ça a accentué un peu ces difficultés-là. Je pense notamment aux personnes qui devaient faire l'école à la maison et en même temps être en télétravail, ce qui est un peu compliqué en soi en termes de gestion du temps. Donc, cette crise sanitaire, finalement, elle a favorisé une extension sans précédent du télétravail. Pour vous donner quelques chiffres, en janvier 2021, 27% des salariés
pratiquent le télétravail contre 4% en 2019. Donc, on a vraiment une augmentation du nombre de personnes qui pratiquent ce mode de travail. On a 8 télétravailleurs sur 10 qui souhaitent le poursuivre après le confinement, mais en réduisant son intensité. Donc là, on voit qu'il y a d'une part les effets bénéfiques et d'une part, par contre, des difficultés au niveau de la gestion de la charge de travail. Début 2021, on a 7 télétravailleurs sur 10 qui ont une pratique régulière du télétravail et qui accroît leur autonomie. Donc l'autonomie, on sait que c'est plutôt facteur de santé, tant qu'on est bien dans de l'autonomie et pas dans du laisser aller ou du laisser faire. Mais note quand même que ce mode de travail aboutit à des horaires décalés et des durées de travail qui sont allongées. Donc un problème finalement, des problèmes d'hyperconnexion, de gestion de l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, qui ne sont pas forcément toujours suffisamment cadrés, ou peut-être une charge de travail qui n'est pas forcément adéquate. Le télétravail est associé à davantage de douleurs et de troubles du sommeil. Donc, il y a une enquête Coviprev qui, sur à peu près 3000 personnes, qui mentionne que sur les personnes qui n'avaient pas de lombalgie avant le télétravail confinement, 10% d'entre elles ont développé de la lombalgie pendant le télétravail confinement. Donc, c'est aussi se dire que voilà, ça peut être, lorsque les conditions ne sont pas favorables, un facteur de risque au niveau physique. Et c'est également associé à une augmentation des troubles du sommeil, parfois souvent liés à de la dépression ou de l'isolement, qui était aussi en partie lié au contexte. D'où l'importance finalement de créer du lien, de conserver ce lien et la cohésion d'équipe lorsqu'on met en place le télétravail. Donc pour les télétravailleurs qui disposent de moyens matériels peu adaptés, voire inexistants, le soutien social se détériore, ainsi que les autres risques psychosociaux et les troubles de la santé. Au niveau des risques professionnels, donc je vous ai listé quelques risques auxquels on peut être confronté lorsqu'on est en télétravail. Donc, il y a des risques visuels, notamment de la fatigue visuelle, des yeux qui picotent, sécheresse oculaire, etc. On a de la fatigue cognitive liée à la monotonie ou à la surcharge mentale. Il y a un phénomène aussi qui est apparu pendant le confinement avec le phénomène de Zoom fatigue, où finalement on passait tellement de temps en visio que c'était trop sollicitant et que ça entraînait de l'épuisement à la fois physique et mental. Des risques de troubles musculo-squelettiques parce que finalement on bouge moins lorsqu'on est en télétravail et qu'on a un poste très administratif et qu'on doit toujours être en visio, etc., que lorsqu'on est au bureau, parce que finalement lorsqu'on est au bureau et qu'on doit créer des conditions de collaboration, on va tout simplement se déplacer voir son collègue, on va se déplacer pour aller à l'imprimante, on va se déplacer pour aller dans la salle de pause, ou tout simplement pour aller chercher à manger, chose finalement chez soi, on le fait de manière beaucoup plus restreinte, ou tout simplement pour aller voir un collègue, on va passer un coup de fil ou on va créer une visio. De la surcharge de travail et de l'hyperconnexion, donc ça on en a déjà un petit peu parlé, du stress, de l'anxiété, un sentiment d'isolement, bien entendu. C'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Pour revenir sur le phénomène de Zoom fatigue, il y a une étude de l'université de Stanford qui a même développé un outil d'évaluation de la Zoom fatigue. Tellement ce phénomène était pris au sérieux pendant le confinement. Et du coup, je vais juste vous rappeler quelques règles liées au travail sur écran, vu que généralement, lorsqu'on télétravaille, on travaille sur écran. Donc, les règles liées à cette posture de travail, donc ça, c'est ce qu'on voit très classiquement, est-ce que vous présente très classiquement votre service de santé au travail lorsque vous dites que vous travaillez sur écran ou que vous télétravaillez. L'idée, c'est d'avoir les fesses bien au fond de son siège, les épaules collées au dossier,
une tête proche de l'appui-tête, pas forcément collée vu que c'est légèrement en arrière. Les yeux à 70 cm environ de l'écran, donc c'est environ la distance d'un bras, les coudes à 90 degrés, les poignets en appui devant le clavier. L'idée, c'est plutôt de limiter les sollicitations du corps, et donc c'est ce qu'on appelle une posture de moindre inconfort. Et donc, je vais lancer le premier Bicast pour savoir, est-ce qu'en télétravail, c'est toujours possible de s'installer comme ceci? Donc, je vous invite à aller via le lien qu'on vous a envoyé au tout début pour répondre à la question. Vous avez 30 secondes, est-ce que vous y êtes ou pas? Pas encore, hein, bientôt. Moi non plus, pas encore. J'ai un problème de connexion, je suis désolée. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Voilà. Je vais partager les résultats. Donc, on a une personne qui nous dit oui, c'est toujours possible d'adopter cette posture, une personne qui nous dit non, et 3 personnes pas toujours. Alors, j'aimerais bien entendre la personne qui nous dit oui, s'il vous plaît. Elle nous a quitté. Alors, c'est moi qui dis oui, en l'occurrence. Donc, étant donné que c'est prévu et encadré, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, et bien, effectivement, c'est prévu et encadré. On a une visite avec la médecine du travail et les points qui ont été ici nommés ont été respectés pour notre part. Et voilà, donc le dirigeant est absolument là-dessus, il est intransigeant et il veut que ce soit respecté, en tout cas dans notre cadre à nous. D'accord. Alors, comment ça Et donc, s'est... les deux salariés, Excusez-moi, allez-y, continue. les 2 personnes concernées par le télétravail ont fait office d'une visite sur leur lieu, leur domicile. Attends, juste si je peux me permettre une remarque, je vais faire un parallèle qui est peut-être pas juste, c'est dommage qu'on n'ait pas un juriste, mais l'inspecteur du travail n'a pas le droit de rentrer au domicile particulier d'une personne. Donc, je ne C'est pas sais pas, l'inspecteur, hein, c'est le dirigeant. mais je ne sais pas si l'employeur a plus le droit. Moi, à mon sens, si je me rappelle bien, c'est possible seulement avec l'accord du salarié et éventuellement sur demande du CHSCT, CSE. Mais c'est des bribes de souvenirs que j'ai. Et là, du coup, c'était la médecine du travail. Comment est-ce que ça s'est déroulé, du coup? Ah non, c'est pas la médecine du travail. Enfin, en tant que Employeur. Ah, c'est représentante de la l'employeur, médecine du d'accord. travail, Excusez-moi. Ok. Et voilà, on alors, nous a du coup, dit… vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça s'est, quel a été le processus? Alors déjà, depuis le début, comment est-ce qu'on a déterminé qui pouvait exercer le télétravail? Est-ce que le télétravail donc, était au domicile? Et comment est-ce qu'on a déterminé que les conditions de travail au domicile étaient favorables? Et qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour qu'elles le soient? Alors, le télétravail faisait partie des conditions d'embauche. En fait, il fallait que le ou les salariés aient à disposition chez eux un endroit pour pouvoir travailler en pleine conscience, en fait. Et puis, et puis après, voilà, ça s'est fait. Et puis, je vous dis, la visite à la médecine du travail a conforté les prérequis pour être bien à son poste. Et ça s'est appliqué directement ensuite dans l'entreprise, quoi. Et, je vous titille un petit peu et je vous prie de m'excuser pour ça. Du coup, quels étaient ces prérequis pour pouvoir travailler? Donc, vous avez parlé déjà d'un environnement favorable. Est-ce qu'il s'agit d'une pièce isolée ou pas Oui, il forcément? s'agit D'accord. d'une pièce isolée et il fallait que le salarié soit d'accord avec, cette mise en place du télétravail. Et en termes d'équipement, par exemple, quel équipement
Alors, en salariés? ce qui nous concerne, on a double écran, Ok. double écran, siège ergonomique, souris ergonomique, clavier, voilà. Et il se trouve aussi qu'on a une réunion d'équipe journalière fixée Ok. qui nous oblige à nous connecter et puis à créer le lien quand même. Mhm. Et j'imagine à gérer l'activité également, enfin, Tout à à fait. programmer l'activité. D'accord, ok. Très bien, merci. Et dernière question, est-ce que les deux personnes qui ont été mises en télétravail, est-ce qu'il s'agissait d'une mise en télétravail volontaire sur demande de conditions d'embauche, ou est-ce qu'il y avait aussi une problématique de maintien dans l'emploi derrière celle-ci? Où est-ce qu'il y avait une problématique de? De maintien dans l'emploi, de Non, maladie? Bon, d'accord, ok. non, non, non. D'accord, très bien. Ben, merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Monsieur Fou, je ne sais pas si vous avez gratté la tête ou si vous leviez la main. Oui, non, non, je me suis gratté la tête. Non, non, mais j'avais posé une question euh, par écrit. J'avais demandé, en fait, est-ce qu'on pouvait conditionner finalement le télétravail à l'accord d'une telle visite, quoi? Est-ce que ça peut faire partie d'un package? En fait, parce que c'est vrai que du coup, je suis un petit peu étonné par les différentes choses qui viennent d'être dites, parce que le fait qu'on puisse, que ce soit une condition d'embauche, c'est vrai que moi, je n'ai jamais envisagé de cette manière-là, mais c'est vrai que maintenant, je vais poser la question lorsque j'embaucherai quelqu'un, de savoir effectivement si la personne dispose d'un espace correct pour pouvoir télétravailler. Moi, personnellement, je n'ai pas de tel espace chez moi et donc je ne fais pas de télétravail. Donc après, aujourd'hui, sur 25 salariés, enfin, il n'y en a que 3 qui ne font pas de télétravail, dont moi, donc, et 2 personnes qui ont manifesté la volonté de ne pas télétravailler. Voilà, donc on essaye de coller aux desiderata des uns et des autres, mais c'est vrai qu'en fait, je ne m'étais jamais posé la question de cette manière-là. Donc, je trouve que c'est un premier élément qui est intéressant. Voilà, donc j'avais quand même cette question. Après, je ne me vois pas, moi, il y a un monsieur qui est intervenu pour dire qu'on ne pouvait pas, enfin, la médecine du travail ne pouvait pas rentrer chez les gens. C'est vrai que moi, je ne me vois pas personnellement aller visiter le logement de mes salariés pour Ça me aller. paraît effectivement super touchy. Et si la médecine du travail ne peut pas rentrer, si l'inspecteur du travail ne peut pas rentrer, moi j'ai dirigé des structures d'aide à domicile où on faisait du mandataire, donc le particulier employeur était l'employeur. L'inspection du travail n'a pas le droit d'aller regarder le travail réalisé par le salarié dans un domicile privé. Donc, je ne vois pas comment un employeur pourrait aller au domicile. Enfin, là, ce sera vraiment à instruire avec les collègues de l'inspection comme question de fond, parce que ça me paraît très, très touchy. Mais on les voit demain matin et il y a également la personne de l'APEC, puisque demain, on a un séminaire sur l'attractivité des métiers. Donc, je pourrais lui demander, mais c'est vrai que de mettre ça dans les conditions d'embauche, avez-vous un lieu pour télétravailler chez vous? Ça fait partie du dialogue, mais est-ce qu'on peut l'écrire? Je ne sais pas. Ça doit être en cours de jurisprudence, certainement, parce que c'est discriminant, forcément. Il y a des personnes qui n'auront pas la place pour télétravailler. Donc, est-ce qu'on peut le mettre dans les... Je ne sais pas. Je pense qu'on touche à la sphère privée, et pour le coup, la sphère privée porte bien son nom. Hormis les conditions de sécurité, avoir une assurance, avoir une installation électrique. Oui, bien sûr. Voilà. Là, on sait que c'est bordé réglementairement. Moi, je sais que même si je m'entends très, très bien avec mon chef, il est hors de question qu'il mette les pieds chez moi. Et je pense que ça peut être un risque contentieux. Hein. Enfin, moi, je serais vraiment très posé sur la question. Mais c'est vrai qu'on va faire ça avec les collègues. Ouais, parce que c'est vraiment une question de fond, je pense, aujourd'hui. Ouais. Je propose à Fanny. C'est important parce que dans les obligations générales de sécurité, oui. On s'occupe de la santé mentale et de la santé physique, mais après, ça se confronte à la question du privé. Oui, et je vois ce que vous voulez dire, Madame Dallot. Il y a aussi la responsabilité de l'employeur sur la sécurité du salarié. Parce que si on pousse le raisonnement sur cet axe-là en disant il y a la question de la responsabilité civile, enfin de la responsabilité de l'employeur, pourquoi elle ne serait pas sur l'exposition valeurs limites, enfin, sur les valeurs limites d'exposition à l'air ambiant?
à ce qui se promène dans l'air qui est chez toi. Ouais. Ça, le code ne le prévoit pas aujourd'hui. Donc, de la même manière, je ne sais pas s'il prévoit une spécificité pour l'employeur. Monsieur Moret, vous voulez prendre la parole? Il faut remettre votre micro, parce qu'on ne vous entend pas. Juste par rapport à cette question de télétravail comme condition d'embauche, ça pose un souci. Alors, nous, du point de vue de l'ergonomie, enfin, en tout cas de la norme, la question que ça nous pose, c'est sommes-nous encore salariés lorsque c'est nous qui fournissons nos propres outils pour travailler? Parce qu'en quelque sorte, ça revient à ça. Hein. Vous avez un espace, donc ça veut dire que vous consacrez quelques mètres carrés à votre poste de travail. Vous avez un espace, ça veut dire que le poste de travail, il faut qu'il soit, entre guillemets, ergonomique, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux là. Et quand vous regardez le coût que ça peut représenter, hein, un plan de travail, un fauteuil, un écran, etc., on commence à arriver à des prix qui sont assez élevés quand même. Donc, nous, on dit, le télétravail, condition d'embauche, c'est un peu surprenant, quoi. Bon, voilà, c'est un peu ça. Avec derrière, en ce qui me concerne, c'est mon employeur qui m'a rémunéré, enfin, qui m'a remboursé les frais siège, écran, et il m'a fourni un nouvel écran. C'est pas bon. Moi, j'avais juste un endroit où je pouvais, voilà. Je crois que je vais retourner même la problématique. On est dans un contexte aujourd'hui d'énormes pénuries de recrutement et je pense que ça va être à l'inverse les futurs recrutés qui vont imposer le fait de pouvoir faire du télétravail. On le voit apparaître de plus en plus dans les offres d'emploi comme un facteur d'attractivité. Moi, je sais que je fais un peu de veille aujourd'hui sur les offres d'emploi, par exemple, sans dire que je vais sortir du réseau Anactarac. Mais je squeeze automatiquement les offres d'emploi. Il n'y a pas marqué télétravail possible. Et à moins de 2 jours par semaine, je ne regarderai même pas. Oui, c'est devenu… Oui, mais se pose la question alors, dans ce cas-là, de la qualité de votre poste de travail. D'accord ? Oui. Si l'employeur participe à, comme disait madame, à fournir les outils pour être dans de bonnes conditions de travail, ça n'a pas de souci. Mais demain, imaginez, l'employeur ne fournit pas les bonnes conditions, enfin les bons moyens pour travailler, et la personne, elle développe des TMS. Question, c'est une maladie professionnelle? C'est l'employeur qui va être responsable? Enfin, vous voyez, ça pose un tas de questions derrière, quoi. Dans le public, on est moins embêté. Il y a une présomption de responsabilité de l'employeur sur les accidents et ce genre de choses. Mais c'est vrai, on est bon, voilà. sur l'interconnexion entre vie personnelle et vie privée. Et là, on voit pas on voit qu'il n'y a pas que la vie. Il y a le lieu privé, le lieu professionnel, l'équipement privé, l'équipement professionnel. Donc, les interconnexions sont de plus en plus fortes. Donc, on n'est pas rentré dans les questions d'amplitude. Oui, et on n'est pas rentré dans les questions d'amplitude de la journée. Pas encore. Parce que vous voyez, l'intérêt, ce qui est avantageux quand je vais au travail, c'est qu'on va me dire, il te faut à minima les 11 heures de repos entre deux journées de travail. Ouais. Vous savez que, alors moi j'étais chez PSA pendant 15 ans et j'ai accompagné au début les transformations en flex office de certaines postes de travail et certains services. Et la question qui apparaissait à un moment donné, c'était de dire, mais comment sommes-nous sûrs que la personne, quand elle travaille, elle est, comment dire, dans de bonnes conditions elle n'est pas fatiguée, c'est-à-dire qu'elle n'enchaîne pas les journées pour se prévoir une somme de repos. Hein, sachez que PSA est maintenant à 100% télétravail, quoi. Ce qui est une aberration, mais bon, après… Oui, tout à fait. On ignore le rythme choisi par les salariés en grande partie, sauf quand on reçoit un mail à 3h18 du matin. Et là, on se dit, il y a un problème. C'est un exemple vécu. Donc, oui, non, mais c'est bon.
Donc, effectivement, ça pose ce problème-là de responsabilité de l'employeur jusqu'à vérifier le rythme de travail et mettre en place des actions pour faciliter la déconnexion, en tout cas l'inciter ou prouver qu'on l'a fait et vérifier. Alors, nous, en termes de bonnes pratiques, on a des entretiens tous les semestres pour vérifier la charge de travail des collaborateurs. Et ça fait partie des 5 questions qu'on leur pose. Arrivez-vous à prendre du repos? Arrivez-vous à prendre vos congés, etc. Mais je dirais la question du mail à 3 heures du matin, elle est pour moi même indépendante du télétravail. Oui, c'est vrai. Alors que moi j'ai eu cet exemple vécu d'un accompagnement de collègues du ministère du Travail qui me disaient on expérimente le télétravail chez nous, c'était bien avant la crise Covid, mais moi faire mon boulot dans les contraintes que j'ai, que je sois au bureau, que je sois en télétravail aujourd'hui, c'est pas possible. Et mon rythme est plutôt de travailler entre 14h et 2h du matin et je vis très bien comme ça. Mais ce n'est pas réglementaire. Donc, comment je vais faire pour le faire? Et c'est une vraie question, en fait, mais qui va questionner le management aussi. Se dire, est-ce qu'on veut être en partie sur ce qu'on essaye, ce qu'on ne fait pas nécessairement en présentiel, du contrôle, ou est-ce qu'on est sur une logique de management par objectif? Et quelque part, si l'adaptation du rythme de travail de la personne lui convient, comment on peut le gérer? Alors, les inspecteurs du travail ne sont pas du tout d'accord avec ça. Chez France Télécom, ils avaient essayé à l'époque, ils se sont fait ramasser. C'était hors, évidemment, les événements qu'ils ont pu vivre, qui étaient autrement plus dramatiques. Mais des choses qui arrangeaient parfaitement les salariés ne passaient pas au niveau réglementaire. L'autre problème, il me semble, lorsqu'on suit le rythme uniquement du salarié, c'est l'impact du rythme individuel du salarié sur le travail collectif. Tout simplement parce que voilà, si on prend l'exemple de la personne qui travaille de 14h à 2h et qui est extrêmement efficient à ce moment-là, si la plage horaire de travail où il s'est passé quelque chose où il faut être réactif, c'est 9h-10h, comment est-ce que la personne qui finalement a commencé à 14h, elle le verra seulement à 14h et ne pourra réagir qu'à 14h. Ce qui veut dire que ça va soit voilà, c'est vraiment cette gestion à la fois des individualités et du collectif. Je pense que c'est une question de fond et extrêmement complexe. Après, c'est ce qui rend le télétravail nécessairement quelque chose à négocier, quoi. Voilà, oui, tout à fait. on en revient au dialogue social. Tout à fait. Oui, exactement. François Aquin. François Aquin. Oui, excusez-moi, je n'ai pas vu la main. On vous laisse la parole. J'entends pleinement moi, je n'ai pas du tout envie d'aller chez mes collaborateurs pour vérifier s'ils ont les bonnes conditions de télétravail. Je n'ai pas à le faire. Je ne le ferai pas. En revanche, j'aime bien l'idée de… Alors moi, je leur ai fourni le matériel. Donc, je n'ai pas de sujet matériel. Le matériel est fourni, les portables, les machins, les trucs. Mais j'aime bien le principe de responsabiliser la personne en lui demandant si effectivement elle a un espace dédié à. Et ma question est la suivante. Est-ce que nous pouvons demander, soit peut-être pas dans un accord télétravail, parce qu'on en a signé un et ce n'est pas mentionné dedans, mais est-ce qu'on peut poser comme condition préalable la mise en place du télétravail, indépendamment de mon cas, parce que moi, il est trop tard, entre guillemets. Est-ce qu'un employeur peut poser comme condition préalable une attestation sur l'honneur, une déclaration un engagement de la part du salarié, comme quoi il se donne un espace dédié pour? C'est-à-dire que ce n'est pas une visite, c'est en revanche qu'on vérifie que les conditions sont prérequises, sont là. Ouais. Moi, je pense que dans mes équipes, il y en a maintenant, à la lumière de nos échanges, je pense qu'il y en a qui sont dans de très mauvaises conditions de télétravail. Non pas de matériel, mais le conjoint, les enfants, le manque d'espace, le chien, la lumière, le chat, j'en sais rien, mais voilà. Et je n'ai pas vérifié ça. Les voisins. Là, je rejoins M. Aquin, il a raison. Et je n'ai pas vérifié ça, en fait. J'ai vérifié le matos.
on a un accord télétravail, machin, c'est bordé, truc muche, mais je n'ai pas vérifié cet aspect-là et je m'en veux un peu de manière introspective. Ce que j'aurais envie de vous répondre, c'est que Loïc l'a bien pointé tout à l'heure, le télétravail, c'est sur la base du volontariat et ça peut être réversible. Donc, à partir du moment où le salarié estime quelque part que les conditions sont acceptables, moi, je serais partisan de ne pas trop nécessairement se poser la question. On met une déclaration autour de l'assurance, d'avoir des conditions minimales. On peut jouer sur les mots de réalisation de l'activité. Mais voilà, s'il estime au bout d'un moment que ces conditions de télétravail sont trop mauvaises, il va demander à revenir sur site, de mon point de vue. Après, je pense qu'il y a aussi la question de la connaissance des salariés sur qu'est-ce que sont de bonnes conditions de travail ou pas. Parce que forcément, si on n'a pas la connaissance, on ne sait pas s'auto-évaluer. Si on va un peu plus loin sur l'aspect employeur qui se préoccupe des conditions de travail et de l'environnement de travail, si moi, en tant qu'employeur, j'ai le sentiment que potentiellement les conditions de travail ne sont pas favorables, il y a d'autres alternatives au travail à domicile. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le coworking, il y a aussi les tiers-lieux qui peuvent revêtir aussi des inconvénients et des avantages. Maintenant, encore une fois, il faut être très clair sur quelles sont les conditions de travail, parce qu'on peut avoir tout et n'importe quoi dans un espace de coworking ou un tiers-lieu. J'ajouterais un aspect qui peut-être, François, peut être utile, puisqu'on l'a fait aussi chez nous, c'est un engagement de confidentialité. C'est-à-dire qu'on va en télétravail, d'accord, mais on s'engage à ce que les données que l'on ramène chez soi et les webinaires ou les visios il y a une garantie de confidentialité des échanges et des supports informatiques et des papiers. Donc, ça veut dire que si la personne est dans un espace commun avec sa famille, cette condition n'est pas remplie. Donc, ça peut être une solution pour inciter ou en savoir plus sur la façon dont le salarié est en télétravail. S'il y a les enfants qui passent, ils peuvent écouter ce qui se dit et avoir accès à des données confidentielles. Donc, il y a ça. Et il y a aussi l'accès au matériel informatique. Est-ce que je peux le poser comme condition? J'aime bien ta proposition de le faire plus finement que de poser directement la question. Mais est-ce qu'on peut poser comme condition en disant, moi, pour moi, le télétravail, je demande à ce qu'il y ait un espace identifié, clos, machin truc. Après, ça peut être sur la base du déclaratif, je veux dire. Pas forcément ça peut être du déclaratif, mais est-ce qu'on peut le poser comme condition au télétravail? Oui. Enfin, moi, en tant qu'employeur, je l'ai posé. La confidentialité des dossiers, des données et des échanges ne concerne que le salarié. Il ne doit pas partager ses données avec qui que ce soit, avec une tierce personne hors entreprise. Donc après, effectivement, c'est un engagement. Mais si on voit les enfants derrière, ça veut dire qu'il y a quelquefois des écrans d'ordinateur qui sont vus par d'autres. Et ça, l'employeur peut demander à ce que ce ne soit pas le cas. Et c'est pareil pour le matériel. C'est très bien que l'entreprise donne le matériel, notamment informatique, parce que ça évite qu'il y ait des dossiers personnels et des dossiers professionnels mélangés et qu'on ait un enfant qui vienne jouer et que tous les dossiers disparaissent ou enfin qu'il y ait des accidents. Donc, du problème de sécurité aussi. Et de sécurité. Voilà, et ça, on l'avait exploré, nous, quand on avait interviewé les banques au moment du Covid, qui faisaient énormément de télétravail, mais le service informatique a dû vraiment verrouiller les accès pour que ce soit possible. Ouais, d'accord. Le télétravail, en fait, il est organisé uniquement avec des portables qui sont fournis par l'entreprise. Oui. On n'autorise plus le salarié à télétravailler avec son matériel. On l'a fait au début. Mais du coup, on a dû changer notre parc informatique pour passer de PC, des tours PC qu'on avait au bureau. On a tout changé. On a passé en mode portable. Donc, le salarié repart avec son portable. Alors, après, et du coup, il ne travaille pas avec son matos. On le
On interdit même. C'est dans notre accord de travail. Ben voilà, voilà. Et après, ça pose la question du coût pour l'employeur. Effectivement, comme le dit Patrick, c'est réversible. Mais du coup, si l'employeur réduit la surface de ses bureaux ou s'il investit dans du matériel nomade, est-ce que la réversibilité est possible dans quel délai? Ça aussi, c'est des questions qui se posent. Et ce que tu proposes, Loïc, aussi, louer un espace de coworking à proximité du lieu d'habitation du salarié, c'est une option. Du coup, quid du coût de location au niveau du siège, des remboursements de frais au niveau du télétravail du salarié. Ça fait 3 zones sur lesquelles le salarié peut aller. Bon, il faut calculer le coût aussi de location de ces 3 espaces de télétravail. Et ça fait l'objet d'une discussion. Bien sûr, il faut voir c'est quoi l'enjeu pour l'entreprise et pour le salarié, finalement, de mettre en place ce mode de travail et peser finalement les avantages et inconvénients des différentes solutions. L'idée du tiers-lieu, c'est, entre autres, ou de l'espace de coworking, c'est vraiment, si on se dit que les conditions de travail au domicile sont mauvaises, en tout cas si on a cette intuition, quelle autre alternative, si je veux finalement développer le télétravail dans mon organisation, quelle autre alternative j'offre à mon salarié, si lui aussi il le sent, mais qu'en même temps, il retire une certaine satisfaction au niveau de son équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc peut-être que les conditions spatiales ne sont pas remplies, mais peut-être que ça lui économise 4 heures de route sur sa journée. Ça, c'est vécu. C'est exactement ça, c'est du vécu. Donc, quelle autre alternative je peux lui proposer en disant que quelqu'un qui fait 4 heures de route dans la journée, ce sont 4 heures de vie de perdu, 4 heures de travail de perdu aussi. 4 heures de risque professionnel. 4 heures de risque professionnel, de risque routier, tout à fait. Domicile, lieu de travail. Donc, voilà, ce sont des choses à mettre dans la balance. Donc, le télétravail, c'est bien du dialogue social. Tout à fait. On continue ? Bon, de toute façon, on va rebalayer. Vous avez noté que c'était une question sur est-ce qu'on est bien assis ou pas au départ, hein, quand même. C'est pas que je continue. Voilà, bon, on va rapidement illustrer un petit peu tout ça. Donc, l'utilisation de l'ordinateur portable, vous l'avez évoqué, maintenant on ne travaille plus avec un PC fixe, mais plutôt avec l'ordinateur portable. Donc, utiliser sans accessoires externes, ça va d'office entraîner des postures contraignantes, parce que finalement, on a le clavier et l'écran qui sont indissociables. Donc, on va forcément avoir soit les bras trop hauts, soit se pencher en avant ou avoir la tête penchée en avant pour travailler. Donc, ça va créer de la fatigue, des douleurs au niveau du cou, du dos. Donc par rapport à cette problématique-là. Et ça va entraîner aussi potentiellement d'autres contraintes liées à la conception même de l'outil. Donc si on travaille avec un tout petit ordinateur avec des petites touches, le fait de devoir plus serrer les doigts pour aller toucher les petites touches vont créer plus de contraintes aussi au niveau des membres supérieurs ou l'utilisation du pavé tactile. C'est pour ça qu'on propose plutôt de travailler avec d'office un clavier et une souris séparés, et plutôt avec un écran fixe. Donc on peut soit utiliser l'ordinateur portable comme unité centrale et le brancher à un écran fixe ou à un double écran, en sachant qu'il y a des stations d'accueil qui permettent de faciliter ces branchements-là pour que ce soit plus facile à mettre en œuvre. Si vraiment on n'a pas de possibilité d'avoir un écran fixe, on peut aussi avoir des supports d'ordinateur portable qui vont permettre de rehausser l'écran, mais bien sûr, le clavier et la souris séparés restent indispensables. L'autre chose à prendre en considération, finalement, dans le choix de l'équipement, c'est la taille de l'ordinateur. Parce que ça, on n'y pense pas souvent, et des fois, on pense bien faire en prenant tout petit, en disant que ce sera plus léger. Mais en fonction de l'activité du collaborateur, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Tout simplement parce que s'il n'a pas la possibilité d'avoir un écran fixe plus grand à la maison, qu'il doit travailler sur un petit ordinateur, mais qu'il utilise des tableaux Excel de 20 colonnes, et je suis gentil, ça ne va pas être jouable. En revanche, par contre, un très petit ordinateur, très léger, ça peut être très pratique pour quelqu'un qui est constamment en réunion extérieure ou qui utilise son ordinateur portable uniquement comme unité centrale. Donc, ce sont des réflexions à avoir vraiment sur la base des activités que réalisent vos collaborateurs.
en se disant qu'en fait, c'est peut-être même pas inhérent à un métier en particulier, parce que l'activité peut légèrement changer en fonction des modes de travail et des outils qu'utilisent les personnes. D'où finalement la nécessité d'avoir une offre même sur l'offre d'équipement de base. Finalement, souvent on dit, bon, bah, on va fournir un kit télétravail standardisé. Donc, est-ce que finalement, dans ce kit de télétravail standardisé, on propose quand même des modèles un peu différents pour s'adapter à la variabilité des activités des personnes? C'est une piste, hein, c'est pas, ce n'est rien plus qu'une piste. Donc, la hauteur de l'écran, le clavier et la souris. Donc, le haut de l'écran doit être au niveau des yeux, mais un peu plus bas pour les personnes qui portent des verres progressifs. Sinon, ils vont être comme ça en train de regarder l'écran. Donc, on va créer une extension au niveau des cervicales. La distance œil-écran, c'est environ la distance d'un bras. Donc, il faut avoir suffisamment de profondeur sur le bureau pour pouvoir bien installer son écran. Le clavier et la souris environ à 10-15 cm du rebord, avec les bras collés au corps et pas comme ça, parce qu'on va créer des contraintes au niveau de l'épaule. Lors de l'utilisation d'un double écran, pour limiter la fatigue visuelle, il est préférable d'avoir des écrans de même taille, de même marque et avec les mêmes réglages. Parce qu'en fait, tout simplement, si on change simplement de marque, on va avoir des réglages écran qui vont être un peu différents et les yeux vont devoir s'adapter à chaque passage d'un écran à un autre. Ce sera beaucoup moins contraignant, pardon, pour les yeux lorsqu'on standardise cet équipement. Si on travaille avec un double écran, soit on a la même fréquence finalement d'utilisation et on met les deux écrans en face de nous, on se positionne au milieu, légèrement en biais. Si on a un écran principal et un écran annexe qu'on utilise un peu moins, on se met plutôt en face de l'écran principal et on déporte un peu sur le côté l'écran annexe. Donc, le récapitulatif de quelques conseils télétravail. Donc, la souris et le clavier déportés, ça permet d'éloigner l'écran et de régler la hauteur de l'écran. Donc, c'est un petit investissement. Ça ne coûte pas très cher, mais par contre, il y a de gros gains, en tout cas si les personnes l'utilisent. Donc, il faut aussi les sensibiliser à pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ce matériel-là. L'écran, on vient d'en parler tout à l'heure. Le fauteuil, avoir une profondeur d'assise suffisante, permettant de mettre 2 doigts entre le bord du siège et l'arrière des genoux. Un dossier qui épouse bien le dos. Plutôt un revêtement en tissu, s'assurer qu'il n'y ait pas une sensation de glissement des personnes, ce qui peut arriver. Idéalement avec des accoudoirs, bien qu'ils ne soient pas indispensables. C'est quand même recommandé. Travailler debout, ça peut être aussi une alternative pour avoir moins de pression sur la colonne vertébrale. Maintenant, travailler debout, pas toute la journée non plus. Et ça dépend également du plan de travail qu'on a et de la hauteur du plan de travail au domicile. Donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les échanges, il faut favoriser un environnement calme dans lequel s'isoler pour pouvoir se concentrer. Il faut avoir du matériel qui permette de bien maintenir son corps. Chacun doit pouvoir adapter sa posture, en fonction de ce qui lui convient. On rappelle que la posture qu'on voit là, c'est une posture de moindre inconfort et à aucun moment on dit qu'il faut rester comme ça 8 heures par jour sans bouger. Ce serait plutôt contre-productif. Faire des pauses, se lever et faire quelques pas toutes les heures ou plus. Et en fin de journée, ranger son poste de travail pour rendre étanche, autant que faire se peut, la vie privée et la vie professionnelle. Si j'en reviens, excusez-moi, monsieur Olivier, sur le fauteuil avec accoudoir ou sans, pour pratiquer toute la journée, je trouve qu'avec accoudoir réglable, c'est très important. Ah oui. Très important parce que sinon, on a des pincements au niveau des avant-bras et je trouve que c'est très important. Parce qu'on s'appuie d'une manière, on peut s'appuyer d'une manière et ça peut faire ensuite des conséquences. Donc, je trouve que les fauteuils avec accoudoir réglable, c'est très important. Effectivement, j'ai peut-être omis de mettre réglable, mais les accoudoirs doivent être réglables. S'ils ne le sont pas, ou si on a les accoudoirs en forme de rond à l'ancienne, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont bloquer avec la table et finalement, ils vont nous éloigner du plan de travail et on va être... on va avoir le buste penché, les bras tendus, etc. Donc oui, accoudoir plutôt Je peux réglable. poser une question? Bien sûr.
Moi, j'ai besoin d'être proche de la table. Si j'ai des accoudoirs, ça ne va pas. Ouais, c'est pour ça en fait, que généralement, nous on dit soit que ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire que finalement, ce qui est important, c'est que vos avant-bras reposent sur quelque chose. Donc, soit sur le plan de travail, soit sur les accoudoirs. D'accord. Ouais. Et il y a même des accoudoirs qui se montent et qui s'avancent. Oui, Ouais, oui, tout tout à fait. Mhm. Oui, oui, ils sont réglables dans tous les sens. Ouais. Donc, sur l'installation au poste, donc, si possible, essayez de bouger 5 minutes toutes les heures. Ce sont les préconisations de l'INRS. L'avantage finalement d'être chez soi, c'est aussi finalement ça. C'est-à-dire qu'on ne s'octroie pas toujours le droit de bouger. Or, on a peut-être la possibilité de le faire et c'est important d'en avoir conscience parce que finalement, l'une des problématiques du travail sur écran, c'est de ne pas suffisamment bouger. Dès qu'on ressent de l'inconfort, essayez de changer de position. C'est un signal que nous envoie le corps pour nous dire, bon, ben, écoute, là, tu es resté trop crispé, trop dans la même position, il faut que tu bouges un peu. Lorsque vous en avez la possibilité, essayez de travailler debout pendant une courte durée. Par exemple, si vous avez un îlot central ou quelque chose comme ça, ou un plan de travail un peu surélevé. Bien sûr, sur une durée limitée, et il faut s'assurer que vous n'ayez pas les bras trop élevés ou que vous ne soyez pas penché. Si vous êtes debout, mais par contre vous êtes penché pour travailler, ça n'a aucun intérêt. Marcher dans votre maison, votre appartement, votre jardin. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, on peut continuer à bouger en fonction des activités qu'on a. Et des fois, on a un rendez-vous téléphonique et on reste assis dans son siège. Alors pourquoi? Alors que finalement, on a la possibilité de bouger. Donc, quand on a un rendez-vous téléphonique ou parfois qu'on est en visioconférence, si j'ai eu 8 heures de visioconférence, peut-être qu'à un moment, si ce n'est pas nécessaire qu'on me voit, je peux négocier, mettre mes écouteurs, faire une pause audio et plutôt rester en communication, en conférence, mais marcher un petit peu pour me dégourdir un petit peu les jambes et réactiver un petit peu la circulation sanguine. Installez-vous dans votre canapé pour regarder un webinaire ou une formation. Alors là, c'est parce que, pareil, bien cibler quelle activité on réalise et quel est le besoin. Si je suis plutôt sur une activité passive, rien n'empêche de varier, de me dire, bon, je ne vais pas forcément rester assis à mon poste de travail, je peux peut-être aller me mettre dans le canapé et diffuser le contenu sur ma télé, si je suis bien installé dans mon canapé. Rien, c'est pas bloquant. Faire des étirements en douceur, donc l'idée, c'est pas de vous faire mal non plus. La fatigue visuelle, donc là, c'est aussi lié à l'environnement de travail. Donc, idéalement, essayer de se positionner perpendiculairement aux fenêtres et aux baies vitrées pour éviter l'éblouissement ou les reflets sur l'écran. Ne pas s'installer sous les ampoules pour tout à fait les mêmes raisons. On va soit créer des zones d'ombre, soit avoir des reflets sur l'écran. Donc, essayer de se positionner plutôt en décalé par rapport aux ampoules et d'avoir un éclairage homogène dans la pièce. Ne pas s'installer face à un mur pour justement pouvoir continuer à avoir cette vision de loin qui va aider à la récupération au niveau de l'œil, pas être tout le temps en vision de près. Éviter de travailler dans le noir pour éviter d'avoir cet effet de halo. C'est quand vous avez un coup de phare dans les yeux, voilà, c'est pas agréable. Et ajuster la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant et du moment de la journée. C'est-à-dire que voilà, si je commence à 6 h du matin, ici, il fait encore noir, je n'ai pas forcément besoin d'avoir une luminosité au maximum au niveau de mon écran. Par contre, quand il arrive 2 h, il va falloir l'augmenter, sinon ce ne sera pas confortable au niveau visuel. Donc, prendre en considération les risques de télétravail dans le document unique. Donc, finalement, on va procéder exactement comme tous les autres risques, évaluer les risques par unité de travail, quantifier les personnes qui sont concernées, identifier les mesures de prévention et avoir en tête que finalement, le télétravail, ça peut à la fois être une mesure de prévention, on l'a évoqué tout à l'heure au niveau du risque routier, et en même temps, ça peut générer des risques d'isolement, de dégradation des relations sociales, d'augmentation de la charge de travail, d'hyperconnexion, etc. Et je vous propose de faire la deuxième activité qui est un nuage de mots sur quels sont les principaux bénéfices du télétravail pour vous. Je vais en profiter pour vous remercier. Je dois attaquer une autre réunion en parallèle. Donc, je suis un peu en télétravail aussi en ce moment. Travail nomade, en tout cas. Bonne suite de travaux. Merci. Merci.
On a autonomie comme premier mot, réduction du temps de transport, deux fois le temps de transport, moins de conflits entre salariés. Donc là, c'est plutôt se sortir de relations de travail qui sont plutôt toxiques. Qualité de vie, on rajoutera peut-être même qualité de vie au travail. Non, qualité de vie tout court. Qualité de vie tout court, d'accord, très bien. Équilibre vie privée, vie pro. Donc finalement, j'imagine en lien avec qualité de vie tout court. Oui. Bien-être. Bien, je vous remercie. Alors, finalement, ce qui revient, c'est beaucoup l'équilibre vie pro, vie privée, les temps de transport, l'autonomie, ça a été dit finalement qu'une fois, et les conflits entre salariés. Alors ça m'interpelle un petit peu, parce que l'un des grands enjeux, pendant la pandémie, c'était maintenir le lien, et en disant que finalement, on crée plus de distanciation lorsque les gens ne se voient pas, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conflits entre salariés et comment le télétravail bénéficie Oui, c'est moi qui ai noté ça. En fait, j'avais des petits conflits entre certains salariés et donc après quand on a organisé le télétravail suite à la pandémie, donc on a 2 jours, en moyenne. Enfin, en moyenne, tout le monde a 2 jours. D'ailleurs, ça pose un problème parce que certains sont sur les 3 jours qui restent, certains sont parfois à l'extérieur parce qu'on fait des permanences dans les communes, dans les différentes communes de l'île. Et donc, c'est des jours, finalement, ces jours de télétravail, c'est très bien, j'en suis persuadé, mais ça se rajoute à de l'absence sur le lieu de travail. Donc, certains sont là qu'une fois par là où d'autres sont 3 fois lorsqu'ils n'ont pas de déplacement à l'extérieur. Et donc, effectivement, moi, quand j'ai organisé le télétravail, comme j'avais des conflits entre certaines personnes qui duraient depuis des années, enfin des inimitiés, au final, en fait, lorsque j'ai un peu donné les jours de télétravail, je les ai organisés de façon à ce que, effectivement, de séparer un peu, de faire en sorte que ceux qui ne s'aimaient pas se voient le moins. Et globalement, je pense que finalement, quand les gens venaient, ils venaient moins souvent et ils avaient peut-être un peu autre chose à faire que rester sur des choses négatives qui étaient peut-être plus pesants quand ils devaient venir tout le reste de la semaine habituelle auparavant. Voilà. D'accord, ok. Et sans indiscrétion, mais un petit peu quand même. Du coup, les conflits qui avaient lieu, c'est des conflits liés au travail ou absolument rien à voir? Est-ce que c'était lié Ou au vous n'en avez travail? pas connaissance, c'est possible. D'inimitié, oui, il y a toujours une base de travail quand on est sur un lieu de travail, mais c'était c'est des postes qui sont tous autonomes les uns des autres, mais voilà, enfin, c'est peut-être des personnes qui ne savaient pas trop travailler en équipe. Je pourrais pas en dire plus, mais enfin, en tout cas, Oui, voilà, mais ça a réglé ces problèmes-là, quoi. ok. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, là, ça a peut-être pu permettre de désamorcer une situation, ou d'extraire une personne d'une relation qui était un peu néfaste pour santé ou peut-être même pour le collectif. Néanmoins, si l'une des problématiques est liée au travail, il faut faire attention à ne pas oublier la dimension au travail et traiter la problématique à la base. Et je porte aucun jugement, hein, c'était juste un point de vigilance, de se dire que le télétravail, c'est pas finalement, j'ai des conflits, j'extrais la personne
de l'environnement conflictuel. Et voilà, je voulais juste nuancer par rapport à ça. Ok. Je vous propose de faire la deuxième activité. Donc, pour vous, quels sont les principaux risques professionnels liés au télétravail? Pendant que vous complétez, je m'éclipse également pour rejoindre mon collègue. Merci beaucoup et puis bonne fin de webinaire. Merci. Ouais, je suis désolé, tout à l'heure, je vous avais fait faire un nuage de mots, mais je ne voulais pas présenter. Donc là, on revoit l'isolement, l'absence de lien social, la perte d'information, c'est intéressant. La hausse du risque de TMS, les RPS également, la perte du lien. Deux fois finalement la perte ou l'absence du lien. Alors moi, ce qui m'intéresse là, du coup, alors finalement, on est un peu moins sur le risque professionnel, mais peut-être sur une problématique management, la perte d'information. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Je vais laisser le nuage de mots ouvert, comme ça vous continuez à contribuer si vous voulez. Ah oui, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont informelles, qui se passent soit dans le couloir, soit à la machine à café, soit quand on est dans le bureau du collègue. Il y a énormément d'informations qui se donnent de cette manière-là. Donc, on perd de l'information lorsqu'on est tout seul dans son coin. Il y a des informations qu'on n'a pas. Et ceux qui viennent, ceux qui sont plus souvent au bureau, ils vont avoir des infos, mais ça peut être de tout ordre. Hein. Aussi bien perso sur l'anniversaire d'un tel que important sur la réaction du client, machin. C'est à tous les niveaux. Tout à fait. Oui, en fait, on perd de l'information et du coup, voilà, même si on ne rentre pas dans la sphère purement sociale ou personnelle, on perd de l'information aussi au niveau du travail, parce qu'il y a plein de régulations qui se font, plein d'échanges informels qui se font. Parce que je vois que ta porte est ouverte, donc je vais te glisser un mot, parce que tu travailles à côté de moi, je vais te parler du dossier qu'on a en commun ou que tu vas devoir reprendre dans quelques semaines. Or, si on ne se voit pas... J'ai entendu que tu parlais à tel client ou à tel partenaire, j'ai entendu utiliser ça, donc je rebondis dessus, etc. Toutes ces choses informelles. Tout à fait. Il y a beaucoup d'informels finalement dans le travail et beaucoup de choses qui se passent sur le lieu de travail et qu'on perd lorsqu'on est à distance. Donc, tout l'enjeu, et c'est un enjeu managérial aussi, parce que il faut finalement recréer ces conditions d'échange et dialogue au niveau des collaborateurs pour permettre d'atteindre la performance. Parce qu'on est bien là, hein. L'idée, c'est à la fois de contribuer à la santé des travailleurs, à leur équilibre vie privée, vie pro, etc., mais aussi à préserver et voire à développer la performance des entreprises. C'est pour ça que moi, j'impose une journée à minima où tout le monde est présent en même temps. C'est effectivement l'une des choses qu'on retrouve dans certains accords, de sanctuariser, sacraliser, je ne sais pas, un jour où il n'y a pas de télétravail pour que l'ensemble des collaborateurs finalement se recroisent, se revoient et pour préserver ce lien. Maintenant,
il faut y penser aussi lorsqu'on a différents types de collaborateurs. Tout à l'heure, il y a une personne qui disait finalement, il y a un déséquilibre parce qu'il y a des personnes qui sont en télétravail de jour, mais qui ensuite vont aussi, sont aussi en déplacement dans des entreprises ou autres. Dans ce cas-là, ce jour où on ne télétravaille pas, est-ce que c'est aussi un jour où on ne va pas chez le client ou en entreprise, ou est-ce que c'est un jour où on peut quand même le faire, étant donné que ce n'est pas du télétravail que de se déplacer chez un client? C'est une question à se poser, à mon sens. Et l'autre point de vigilance, c'est si la mise en place du télétravail a eu un impact sur le patrimoine immobilier, être vigilant à comment est-ce que je fais pour accueillir l'ensemble de mes salariés après quand ils veulent revenir sur site ou quand je souhaite qu'ils reviennent sur site. Est-ce que j'ai encore l'espace pour qu'ils puissent travailler? Non. Pourquoi est-ce que je les fais revenir? Est-ce que finalement je les fais revenir plutôt pour du travail collaboratif où ils n'ont pas besoin d'ordinateur, ils ont juste besoin d'une salle de réunion? Est-ce que j'ai suffisamment de postes individuels, ou est-ce que je sais que le nombre de postes individuels par rapport au nombre d'entretiens qu'il va y avoir au cours de la journée sans télétravail est suffisante? Voilà, sont, à mon avis, des questions à se poser lorsqu'on met en place et qu'on fait des choix aussi stratégiques lors de la mise en place du télétravail. Donc, il y a d'autres choses qui sont rajoutées: réduction de l'absence de lien social, perte d'infos, perte de liens, management inadapté. La question du management, ça revient. Effectivement, c'est difficile à la fois pour les salariés, mais aussi pour le management. Ils le vivent pas très bien parce qu'ils ne sont pas habitués que c'est arrivé, et que manager à distance, ce n'est pas la même chose que de manager en présentiel. Il y a la prise en main des outils aussi qui peut jouer un rôle parce que finalement, on doit gérer du numérique. Enfin, en tout cas, utiliser le numérique pour recréer du lien ou pour faire du suivi d'activité ou pour communiquer. Et on n'est pas tous à l'aise avec ça, hein. Et je pense qu'à La Réunion aussi, encore un peu moins. Attention mobilisée, très élevée. Obligation de communication formelle. Perte de sens. Perte de sens, est-ce que la personne qui a écrit perte de sens peut s'exprimer? Le sens qu'on donne à son travail, c'est très personnel. Il y a des gens qui mettent du sens dans le lien avec l'autre. Ce n'est pas l'action de son travail qui va donner du sens à son travail, c'est le lien social qui va trouver dans le travail. Donc, si on coupe de ce lien social, il va perdre du sens dans son travail. Alors moi, je dirais que c'est plutôt une combinaison. Encore une fois, c'est plutôt un point de vue personnel, hein. À la fois du sens qu'on a à faire son travail, à faire du beau travail, à trouver une certaine qualité dans le travail que l'on fait, et du sens que ça a pour les autres. C'est-à-dire que finalement, on retrouve du sens dans les yeux des autres. Quand mon collègue pour qui je fais mon travail, en fait, je pense à des tâches qui sont peu valorisées, hein, dans tout ce qui est le nettoyage ou ce genre de choses. C'est peu valorisé, mais finalement, quand on le fait et qu'on voit la reconnaissance des personnes pour qui on le fait, finalement, ça alimente le sens qu'on donne à son travail. Après, bon, vous me direz, c'est pas une tâche qui est télétravaillable. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ou on continue? Eh bien, on va continuer. Bon, pour rappel, alors même si là, on était quand même beaucoup sur... alors, zut, il faut que... ça. Alors, pour rappel, même si on a abordé beaucoup de points personnels, bon,
à l'ARACT, on a plutôt une approche du télétravail comme une alternative organisationnelle, en misant sur l'approche collective et sur l'approche organisationnelle. Comment est-ce qu'on va faire du télétravail une alternative au travail de bureau classique, et comment est-ce qu'on l'organise, et comment est-ce qu'on va le penser collectivement pour répondre aux enjeux de performance, de qualité de vie au travail et d'égalité professionnelle. Je parle d'égalité professionnelle également parce que sur les études qui ont eu lieu par rapport au télétravail Covid, etc., on voit qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, que finalement ça a aussi été très mal vécu pour les femmes, notamment en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, où elles ont eu l'impression qu'on leur demandait encore plus qu'avant, et qu'elles sont aussi vues reprocher d'être moins présentes finalement avec la mise en place du télétravail au niveau familial. Donc ça re-questionne aussi ces aspects-là. Donc les dimensions qui structurent le télétravail, donc les espaces et les lieux de travail, on l'a quand même balayé un peu aujourd'hui. L'articulation des temps, les outils et les usages numériques, le management de la charge de travail qui est un gros point, et le collectif de travail et maintenir le lien. Donc quelques pistes d'action donc sur les espaces et les lieux. Informer et rappeler les conditions idéales pour télétravailler, espace isolé, même non dédié et temporaire, ergonomie au poste, c'est tout ce qu'on a vu en première partie. Suivre les contextes spécifiques, surface, nombre de personnes confinées, bon, maintenant c'est plus vraiment le cas pour le confinement. Connexion au milieu rural, prévoir des équipements spécifiques selon les besoins particuliers. On est vraiment sur les équipements de travail qu'on a vu tout à l'heure. Sur l'organisation du temps de travail, prévoir des plages horaires de disponibilité collective, donc pour favoriser finalement la collaboration, et adapter selon les contextes spécifiques. Donc finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment combiner à la fois des plages fixes pour permettre la collaboration, pour permettre aux personnes de se contacter tout simplement sur les dossiers, à des spécificités individuelles liées au rythme le plus bénéfique à chacun. Encourager une articulation des temps équilibrés au sein des familles, prévenir le droit à la déconnexion, donc prévenir le présentéisme à distance, discuter avec les clients, les fournisseurs des marges de manœuvre dans la fixation des horaires. Donc, finalement, c'est être bien au clair sur, finalement, moi je me fais une idée des horaires à avoir et qui est potentiellement fixe, à voir si c'est vraiment la réalité au niveau des personnes à qui je vais devoir rendre le travail, et aux personnes externes à l'entreprise. Les outils et usages numériques, donc mettre à disposition, expérimenter et évaluer les outils. Finalement, on a une multitude d'outils, hein, Zoom, Teams, Trello, Slack, des outils de visioconférence, de travail collaboratif, etc. Chacun a ses spécificités, et c'est important de faire un petit benchmark de ce qui existe, et de tester temporairement sur un échantillon l'outil avant de le diffuser, pour être sûr que ça colle bien finalement à l'activité de travail de mon personnel. Prévoir aussi un temps d'adaptation pour ces outils-là, parce que là, il faut aussi les appréhender. Donc former à l'utilisation des outils, et faire attention aussi à la standardisation, parce que encore une fois, la standardisation, parfois ce qui convient à une équipe ne convient pas forcément à une autre en fonction des usages. Rappeler les règles de sécurité informatique, ça je pense que vous l'avez bien en tête. Le management de la charge de travail, donc plutôt privilégier un management centré sur les objectifs et les moyens, avec un rôle de soutien du manager. Donc comment que d'être sur le contrôle, d'être également sur comment est-ce que je vais t'aider à mieux réaliser ton travail. Donc un exemple tout bête, si je suis uniquement sur le contrôle, je vais voir que tu n'as pas avancé sur un dossier. Peut-être que tu n'as pas avancé sur un dossier parce que les nouveaux outils que je te demande d'utiliser, tu n'arrives pas à te les approprier à distance. Peut-être que je te demande d'utiliser la nouvelle version de Word et un Mac, alors que tu as toujours travaillé sur Windows et OpenOffice, et que pour toi, c'est extrêmement compliqué.
Et que, du coup, ce que tu faisais avant en 1 heure, aujourd'hui, tu l'as mis 5 heures pour le faire. Donc, plutôt aller creuser sur comment est-ce qu'on peut être facilitateur du travail, plutôt qu'uniquement sur un suivi quantitatif des objectifs. Des temps d'échange avec les équipes qu'il faut programmer, animer, favoriser. Une adaptation de la charge de travail à chacun, un bilan avec la ligne managériale et les représentants du personnel CSE. Finalement, le bilan du télétravail, est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi et est-ce qu'on continue ou pas. Des fois, dans les accords télétravail, etc., c'est aussi parfois se donner la possibilité d'évoluer, parce qu'on va créer une charte, un accord, quelque chose là qu'on pense bien, qui est peut-être bien à l'instant T, sauf que les conditions de travail, elles vont évoluer. Les contraintes de l'entreprise, elles vont évoluer, les salariés qui font partie de l'entreprise vont aussi potentiellement évoluer. Donc, permettre de se dire, allez, dans 1 an ou 2 ans, on remet un peu tout ça sur la table, on le remet en discussion pour savoir si c'était efficace, si c'était performant, si on a su aussi maintenir les conditions de santé et sécurité, et en rediscuter pour renouveler cet accord si c'est nécessaire. En tout cas, s'en donner les moyens. Le collectif de travail, donc contacter, questionner, suivre les salariés et identifier les situations à risque. Parfois, c'est aussi détecter des signaux faibles, donc des personnes qui finalement sont de moins en moins en contact, de moins en moins présents dans le collectif ou prennent de moins en moins la parole, alors qu'ils en avaient l'habitude. Ce sont des signaux qu'il faut essayer de détecter, parce que ça peut finalement cacher un certain mal-être. Donc, important de pouvoir les détecter et les questionner, toujours en étant axé, bien entendu, sur le travail et pas sur les à côté. Mettre en place et animer une communauté virtuelle. Alors ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun, mais effectivement, on a pu voir des collectifs qui ont mis en place des groupes WhatsApp, etc., pour faciliter les échanges instantanés, pourquoi pas, à voir si c'est encadré ou pas par l'entreprise, et encourager les temps informels virtuels. Donc finalement, là, c'est pallier aux temps informels présentiels qui nous permettent de partager de l'information en les recréant virtuellement et en faisant cet effort d'organisation pour les recréer. Et pour finir, j'aimerais savoir, parce que moi, la question que je me pose, c'est, on a eu un télétravail confinement qui finalement peut être considéré comme une expérimentation du télétravail un peu précipité, et une évolution du nombre de mises en place de télétravail. J'aurais voulu savoir comment, chez vous, ça s'est déroulé. Comment est-ce que déjà, est-ce que vous vous êtes servi de ce qui s'est passé pendant le confinement pour cadrer et créer les conditions de réalisation du télétravail dans vos organisations? Je vous ai mis la liste des questions comme ça pour alimenter le débat. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que vous avez fait ce passage, vous avez géré ce passage de la contrainte au volontariat. Je sens le blanc. Vous étiez tous en télétravail avant le confinement ou pas? Non, excusez-moi. Je n'étais pas en télétravail, moi j'étais sur le terrain vu que je travaillais dans le centre médical de ma ville en renfort. Du coup, je n'ai pas pratiqué le télétravail pendant le confinement. D'accord. Et maintenant vous le pratiquez, Madame Boyer? Maintenant, je le pratique, mais sans être confinée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix, Oui, on va bien dire, sûr. provisoire. Mais je peux comprendre que pour ceux qui n'ont pas pu le faire et qui ont été projetés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans avoir eu de formation, tout le monde a été obligé de s'adapter comme il pouvait. C'est différent d'être obligé de le faire et d'avoir le choix de le faire. Tout à fait. Voilà. Et du coup, sur comment ça s'est passé cette transition de l'obligation au volontariat, et qu'est-ce qui a été mis en place? C'est-à-dire que, allez, vous aviez, on va faire, vous avez été obligé d'être mis en télétravail,
Comment ça s'est déroulé déjà Moi, je n'ai pas été obligée, hein. C'est un choix que j'ai fait. J'ai proposé en fait mes services à une association. Mhm. Voilà. Et je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Moi, j'étais plutôt dans le cas où je travaillais et en même temps, je faisais cours à la maison pour mes enfants. Je rentrais entre midi et deux pour faire cours à la maison, pour ensuite l'envoyer au professeur. Donc, là, je parle en tant que femme, en tant que maman. Donc, voilà, je faisais tout ça à la fois et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux inégalités, effectivement, malheureusement, entre les femmes et les hommes. Voilà. Moi, c'est mon vécu. Maintenant, ce qui se passe, ça fait pas longtemps que je suis dans cette association. Donc, effectivement, j'ai proposé mes services en distanciel. Donc, l'association est à l'île de la Réunion et moi, je suis en France. On va dire plus comme un support. Donc, c'est là encore, je ne suis pas dans le cas où on m'a obligée à le faire. Donc, c'est un choix personnel. Ok. Et là, je le fais, par exemple, quand mes enfants sont à l'école, vous voyez. Donc, voilà, ça c'est important. Concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Oui, ça vous octroie une plus grande flexibilité et finalement, Voilà, vous êtes moins en mode dégradé que pendant voilà, le confinement parce que vos enfants sont à l'école. Donc, forcément, vous êtes voilà, dans un lieu de travail plus serein. Euh, voilà. Tout à fait. En fait, ce que j'entends par ces questions-là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en gros, est-ce qu'après le confinement, est-ce que lorsque vous avez mis en place le télétravail, est-ce qu'à un moment vous êtes posé et vous êtes dit, bon, bah, on va se pencher, on va faire un état des lieux de ce qui se passe chez nous et de comment est-ce que les gens ont vécu ce télétravail-là, quelles sont les difficultés qu'on rencontre et quelles sont les pistes d'amélioration qu'on pourrait avoir. C'est plus vers là que j'aimerais vous emmener Non, cette pas du séance. tout, parce que encore une fois, pour avoir voilà, ce type de réflexion, moi, ça fait à peu près 3 semaines que je suis dans, dans Oui, l'association. oui, bien sûr. Voilà, c'est récent. Je pense Mhm. que pour avoir on va dire ce recul, il aurait fallu que j'y sois un peu plus longtemps. Mais je vais quand même suggérer ce que vous m'avez dit et en parler justement. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là, pour pouvoir échanger et puis apprendre des autres, puisque c'est toujours très intéressant. Et je vais soumettre cette question à la personne, au responsable en fait. Voilà, D'accord. merci. Et pour les autres, du coup, comment est-ce que vous avez géré ce changement-là? Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il s'est passé... Comment ça s'est passé chez vous? Ouais, je peux prendre la parole, Oui, si bien vous sûr. souhaitez. Nous, en fait, comme je vous le disais, en fait, on n'en faisait pas auparavant du tout du télétravail. Moi, personnellement, j'étais pas forcément très, très favorable. Bon, ça nous a contraints finalement à tester le télétravail. Il faut voir que, pendant la période même, hein, puisque, on a une mission d'intérêt général à la DIL et donc il y avait une question de continuité du service, donc il fallait pouvoir travailler. Alors, comme les personnes sont souvent en déplacement, comme je vous l'expliquais, ils ont des portables et donc c'était possible effectivement de se mettre immédiatement en télétravail. Après, pour être un peu plus dans la distanciation sociale, en fait, enfin, pour moins se croiser, parce qu'en fait, on a des gens qui vont dans toutes les communes et donc potentiellement, enfin, la crainte, c'était qu'on fasse un cluster, quoi. Et donc, Hmm. voilà, le but, c'était de peut-être moins se voir. C'est comme ça que les choses ont été mises en place, qu'il y ait moins qu'on se voit de temps en temps, mais pas tous tout le temps ensemble. Et finalement, bon, bah, ça a été, enfin, pour moi, ça m'a contraint finalement à mettre en place du télétravail de façon un peu forcée. Et aujourd'hui, j'en vois que des bénéfices. J'ai l'impression que les salariés sont mieux globalement. Alors, ça ne règle pas tous les problèmes. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est pas le but, c'est pas de régler les problèmes, mais j'ai l'impression que finalement, les gens sont satisfaits aussi de faire peut-être moins de voitures. Voilà, enfin, aujourd'hui, je vois plus les côtés positifs. Et globalement, après aussi, ce que je me dis, enfin, je pense qu'on en a tous conscience que ça peut être aussi un risque quand même, enfin, un facteur de risque et qu'il faut quand même faire attention aussi par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc, les leçons qu'on en a tirées, moi, malheureusement, je regrette, mais j'ai pas eu le temps véritablement de me poser depuis parce qu'en fait, on est passé de 9 à 25 salariés très rapidement.
Donc, et tout ça concomitamment. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas encore suffisamment posé aujourd'hui pour pouvoir bien organiser ça avec chaque salarié. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, j'y vois plutôt du positif, quoi. D'accord. Donc finalement, vous l'avez mis en place, vous en tirez plutôt du positif aujourd'hui, mais vous n'avez pas pris le temps ni eu le temps de vous poser pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, de ce que vous mettez en place et de ce qui pourrait être amélioré. C'est ça. Est-ce que Madame Dallot, du coup, qui voulait prendre la parole? Oui, donc en fait, nous, de par notre activité d'expertise, le télétravail existait déjà pas mal. Euh, ceci dit maintenant, c'est plus standardisé en fait, hein. On essaie de standardiser en faisant en sorte à ce que les équipes journalièrement se rencontrent, parce que je disais, avec un point d'équipe qui permet un peu, c'est pas la machine à café, mais des fois on blague aussi, hein, voilà. Pendant 1 heure, on fait le point sur nos missions respectives, sur nos développements, voilà, sur sujet d'actualité, ça peut nous arriver également. Et puis après, comme on a une journée où donc on est au siège, voilà. Donc ensuite, donc voilà, standardiser un petit peu plus des choses pour que chacun s'y rattache, pour qu'on ait un lien, pour pas qu'on perde trop de sens. Je pense que c'est important. Et puis, ce qu'on a fait aussi au sein de l'entreprise, c'est pour l'évaluation l'entretien d'évaluation annuel. En fait, on a un volet sur la situation en télétravail, où là, on peut apporter à notre employeur les remarques sur ce qu'on a fait, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pourrait aménager. D'accord. Donc finalement, le point de bilan, c'est plutôt un bilan individuel que vous allez regrouper un peu par la suite au moment des évaluations, des entretiens annuels, pardon. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres expériences ou... Bon, globalement, comme tous les chantiers QVT, j'ai envie de vous dire, nous, ce qu'on propose généralement, c'est de constituer un comité de pilotage, déjà, un comité de pilotage paritaire, parce que c'est un peu notre marque de fabrique, de faire un retour d'expérience pour tirer les enseignements et recueillir des propositions. Donc, c'est finalement se servir de ce télétravail. Alors, il n'est jamais trop tard, hein, même si ça paraît très loin, cette histoire de confinement, etc. Il n'est jamais trop tard pour se dire, bon, ben, on fait un retour d'expérience, on fait un état des lieux de ce qui se passe chez nous, de comment ça se passe et de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, en croisant les points de vue. Ça, c'est extrêmement important de ne pas avoir qu'un point de vue direction ou qu'un point de vue salarié, hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fonctionne de façon paritaire. Pour ensuite imaginer quelle pourrait être l'organisation future et les pistes d'amélioration, mettre en place une expérimentation où on crée finalement les indices qui vont nous permettre d'évaluer cette expérimentation à petite échelle, si ce changement à petite échelle est vraiment bénéfique ou pas, de le mettre en place, de l'évaluer et ensuite de le formaliser sur une actualisation finalement de votre accord ou des modalités de télétravail pour un service, voire plus. Nous, c'est un peu les étapes, grosso modo, qu'on vous propose de mettre en place dans une démarche d'amélioration des conditions de télétravail chez vous, en abordant bien entendu tous les volets qu'on a pu voir tout à l'heure, soit environnement du travail, management, etc. Rapidement sur les ressources pour le télétravail qu'on vous propose à l'ANACT ARACT, je vais défiler très rapidement sur les outils que vous pourrez retrouver sur Internet. On a les 10 questions sur le télétravail. Donc la série des 10 questions, c'est vraiment la base pour essayer de décortiquer un peu toutes ces thématiques. Le Vademecum, à destination des managers, pour mieux s'organiser, le recours au télétravail de leurs équipes. Un kit méthodologique pour la mise en place du télétravail. Des outils participatifs comme les essentiels télétravail qui peuvent être utilisés dans le cadre
de l'état des lieux dont on parlait tout à l'heure, un guide pour l'action donc sur le REC, sur le retour d'expérience, et des fiches pratiques, conseils, à la fois pour le salarié, pour le manager et pour la direction, qu'on a voulu orienter vraiment en fonction des fonctions, pour vous orienter dans vos pratiques. Il y a quelques vidéos en ligne également, télétravail et management, idées reçues et bonnes idées. Il y a pas mal de choses aussi que fait l'ANACT actuellement sur le management hybride, que vous pourrez retrouver sur Webikeo. Et pour nous suivre, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour moi. Je vous invite à répondre au petit questionnaire de satisfaction pour nous dire comment vous avez trouvé le webinaire d'aujourd'hui. Et on peut rester encore 2 petites minutes ensemble. Si vous voulez bien me dire quels seraient les thèmes que vous aimeriez voir abordés lors des prochains webinaires, que ce soit une déclinaison du télétravail un peu plus spécifique ou autre. Voilà, on est à l'écoute, comme ça on saura adapter nos contenus pour les prochains événements qu'on vous proposera. Moi, il y a un thème qui me semble, qui a été abordé, mais évoqué, c'est celui du management. Management hybride ou en télétravail, ou comment je manage et comment j'adapte mon management avec le télétravail. D'accord. Donc, management hybride et télétravail, c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ouais. Je laisse Fanny noter. Comme ça, parce que vous ne la voyez pas, mais elle est active. Comme ça, on pourra mettre tout ça à plat et vous proposer éventuellement un atelier ou un webinaire sur le sujet dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous inspire ou au contraire, justement, où vous semblez que c'est un peu creux, que vous avez besoin de plus d'informations et que vous aimeriez qu'on aborde? Bon, mais s'il n'y a rien d'autre, on va clôturer là, je vais vous libérer. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation, qui était très active, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi. Très bien. Au revoir. Merci à vous. Merci. Bonne Merci. journée. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.